Aujourd'hui, on va vous présenter synthétiquement un rapport inédit. C'est la première fois qu'il y a un rapport de cette ampleur et que nous avons pu réaliser que grâce au soutien logistique, intellectuel, quotidien du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Donc merci beaucoup et je vous applaudis vraiment pour ce soutien. Donc je disais que c'est un rapport inédit parce que, comme l'a dit notre ami Nouché, quand on s'est créé en février 2021, notre première problématique, c'est que on voulait démarrer un plaidoyer international. Réad, le plaidoyer international, il faut être armé. Et nous, on n'avait rien. On n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé un document qui prouve que l'expulsion a eu lieu en décembre 1975. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé d'avoir des documents qui ont une certaine légalité internationale, à savoir les archives de la Croix-Rouge internationale, de la Croix-Rouge et de Croissant international à Genève. Et grâce à notre ami Fatih Saidi, qui est donc membre du bureau et qui était à l'époque sénatrice, on a pu accéder à la totalité. Ouais, voilà, tout à fait. Nous avons pu accéder à la totalité de ces archives. Et ces archives nous ont demandé beaucoup de travail que nous avons réalisé. Et aujourd'hui, on a un rapport de 120 pages qui prouve quoi? Qui prouve, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 1975 en Algérie? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il permet de donner avec précision que les expulsions ont démarré le lundi 8 décembre 1975, à la veille de l'Aïd el-Kbir. Puisqu'en 1975, l'Aïd était le 13 décembre exactement. Le deuxième élément, c'est que beaucoup parlent du nombre des expulsés sans apporter d'éléments. Nous apportons des éléments, des preuves qu'il y a eu 45 000 personnes d'origine marocaine expulsées sur une durée d'environ 1 mois. Ce qui donne à cette tragédie le côté massif et violent. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas vous lire les 120 pages, pitié, mais je vais vous donner une synthèse qui permet d'en tirer les éléments essentiels de ce rapport. Où le grand intérêt de ce rapport, c'est qu'il va nous permettre maintenant de démarrer le plaidoyer international. Et qu'on a démarré. On a démarré puisque notre première réunion était le 1er octobre à Genève, en parallèle à la Commission des droits de l'homme qui s'est réunie à cette période-là. Nous avons d'autres projets dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Seydi Hannouchi, il en a parlé en disant que l'hiver, c'est dur, mais je dirais, quand il en a parlé, cette commémoration me fait revenir toujours. Nous, on a été déportés le 28 décembre. À cette période où Oujda était une période il faisait très très froid à Oujda. Il faut savoir que la plupart des Marocains déracinés d'Algérie ont été dans des moments de précipitation. C'est-à-dire la plupart sont arrivés, certains dans leur pyjama. Donc on arrive avec des conditions très spécifiques, puisque l'État algérien, par sa représentant de policiers et de gendarmerie, ne vous disait pas que vous allez être expulsé en Algérie. Ils vous disent, venez, on va faire une vérification au commissariat. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve 24 heures, 48 heures après, à la frontière de Juge-Brel. Voilà, donc je vais vous lire quelques éléments du rapport.
Donc, le 8 décembre 1975, le gouvernement algérien, qui à l'époque est dirigé par le colonel Houari Boumediene, a procédé sans aucune information officielle à l'expulsion massive des dizaines de milliers de personnes marocaines établies pour la majorité d'entre elles depuis des décennies et depuis plusieurs générations, à la veille de Eid el-Kbir. Ces expulsions sont caractérisées par deux éléments. Le premier, c'est qu'elles sont collectives, et le deuxième élément, c'est qu'elles sont arbitraires et en violation totale du droit élémentaire au niveau international. Et elles ont frappé toutes les familles, y compris les familles algéro-marocaines. C'est-à-dire la société algérienne était également concernée dans le sens où les familles ont été séparées. Les couples mixtes ont été séparés. Et le père algérien restait en Algérie avec ses enfants. Et la mère marocaine se retrouvait au Maroc toute seule. Et à l'inverse, si c'était une Algérienne, elle restait en Algérie toute seule et le père et les enfants ont été expulsés. À aujourd'hui, un demi-siècle après, aucune reconnaissance officielle de cet acte n'est intervenue de la part des autorités algériennes. Et nous considérons que les autorités algériennes sont le seul responsable de cette tragédie. En fait, le collectif, il a un corpus, comme j'ai dit, lié aux archives des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge International. Et c'est composé de quoi? C'est à peu près 700 documents. C'est des rapports, c'est des télégrammes, c'est des tableaux de recensement auxquels on a rajouté, nous, tout ce qui a été publié au niveau média en décembre et janvier 1976. Hein, c'est le siècle dernier déjà. Et ces archives ont été également complétées par un ouvrage qui est important de Mohamed El-Bjaoui. Mohamed El-Bjaoui était le responsable du FLN à Paris. Donc il a dénoncé ces expulsions. Également, Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf a été président de l'État algérien en 1992. Malheureusement, il a été également assassiné sur les terres algériennes. Et bien sûr, on a intégré d'autres publications. On a également intégré une partie des archives que nous avons aujourd'hui déposées aux archives du Maroc. Donc aujourd'hui, si vous allez aux archives du Maroc, vous allez trouver tout un ensemble de dossiers qui couvrent plus de 3000 personnes expulsées. Donc tous ces éléments-là nous ont permis de dire qu'il y a eu 45 000 personnes qui ont été recensées et qui ont été expulsées, dont la majorité était sur Oujda, à 65%, une deuxième partie importante sur Nador, environ 16%, et une petite partie sur Figuig, puisque les expulsions ont eu lieu sur Oujda, sur Figuig et un peu sur Beni Idresh, ceux qui connaissent un petit peu notre région orientale. Ont été également expulsées au même moment des femmes enceintes qui ont été contraintes de traverser la frontière dans des conditions inhumaines, sans aucun suivi médical. Il était de même des personnes malades, des personnes qu'on est allé chercher à l'hôpital, des personnes qui étaient dans les hôpitaux qu'on est allé chercher, des personnes âgées, des personnes handicapées, qui furent transportées dans des camions et jetées dans des camions, beaucoup de camions de ramassage de déchets, et jetées à la frontière. Il y a également au niveau des enfants, je vous ai dit qu'il y avait 45 000 personnes, dont la majorité, 60%, c'est des mineurs, des enfants. Et beaucoup de ces enfants étaient ramassés sur les bancs d'école. Car quand on expulsait la famille, si les enfants étaient à l'école, on va rassembler les enfants. Voilà, je vais pas
je ne vais pas m'élargir plus que ça parce que ça réveille des douleurs un peu enfouies. Donc je m'arrête sur cette description, mais que vous pouvez trouver dans le rapport qui est bien documenté. Pourquoi on fait tout ça? Pour garder la mémoire, pour préserver la mémoire, d'une part, et d'autre part, pour combattre l'oubli. Que l'oubli, c'est le deuxième crime. Voilà, donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie dans le rapport, qui est originale et qui, pour la première fois, elle a abordé l'analyse juridique. L'analyse juridique est, comme l'a dit notre ami Hnouchi, par des experts reconnus dans ce domaine. Ce volet juridique traite la question sur 3 volets. Le premier volet, c'est l'analyse juridique au regard du droit interne algérien. Que dit le droit algérien? De l'époque. De l'époque. Hein. Vous avez une ordonnance de 1966, donc c'est elle qui gérait les étrangers, puisqu'on était des étrangers, on avait des cartes séjour en Algérie. L'ordonnance 66-211, qu'est-ce qu'elle dit cette ordonnance? Que l'expulsion d'un étranger hors du territoire national est prononcée par arrêté du ministère de l'Intérieur, article 20. Que la mesure d'expulsion doit être notifiée à l'intéressé, article 21. Et que l'intéressé dispose d'un délai de 48 heures à 15 jours à compter de la notification de l'arrêté. Or, il ressort de l'analyse que l'expulsion fut d'abord un collectif, alors que l'ordonnance parle d'expulsion individuelle, donc elle était collective et massive, et alors que, comme j'ai dit, la loi impose un traitement individuel. 2, que les expulsés n'ont pas été notifiés, on n'a pas été notifiés, nous, par un arrêté du ministère de l'Intérieur. Et 3, les ressortissants marocains du territoire algérien fut immédiate et expéditif et massif sans avoir la possibilité de prendre un avocat ou de faire un recours. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'article 11 de la Constitution algérienne de 1963. À titre d'exemple, à titre d'information, donc l'Algérie a été indépendante le 5 juillet 1962. Et en 1962, tout musulman était considéré comme algérien. Ce qui fait qu'une partie des Marocains ont pris la nationalité algérienne et une autre partie des Marocains ont gardé la nationalité d'origine, dont on fait partie, nous, les victimes de 1975. Donc la Constitution algérienne de 1963, elle proclamait la République donne son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Constitution algérienne reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Déclaration des droits de l'homme, dans son article 13? Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et dans l'article 17, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'État à spolier la totalité des propriétés des Marocains en Algérie, qui était estimée par différents experts à un montant d'environ 50 milliards de dollars. Donc ça, c'est le premier volet. Comme j'ai dit, c'est un volet développé dans le rapport, mais je m'arrête sur ce premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il y a des conventions bilatérales entre le Maroc et l'Algérie. Et vous avez la première convention qui a été signée à Alger en 1963, et vous avez un protocole qui a été signé à Ifrane en 1969. Donc 6 ans après. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces conventions? Ils disent que les ressortissants marocains avaient le droit, sur simple présentation d'un passeport, d'entrer librement sur le territoire algérien, de séjourner, y circuler, s'établir
et en sortir à tout moment. Et en vertu de l'article 15 de ces conventions, le libre exercice des droits économiques et l'égalité fiscale. Donc les Marocains avaient les mêmes droits que les nationaux, que les Algériens. L'assimilation en nationaux en ce qui concerne l'exercice des activités professionnelles. Et puis, le libre accès à la propriété des biens mobiliers et immobiliers. L'article 5 de cette convention dispose que les biens des ressortissants de chacun des deux pays ne pourront faire l'objet d'expropriation, offrant ainsi aux ressortissants marocains établis en Algérie une garantie contre la spoliation de leurs biens, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Donc, ces conventions, je m'arrête là sur ce deuxième volet. Et j'aborde le dernier volet, c'est le droit international. La spoliation faite par l'État algérien des biens des ressortissants marocains expulsés constitue un acte illicite au regard du droit international, et ce à plusieurs égards. Le premier, c'est que les ressortissants marocains n'avaient pas, au moment de leur expulsion, ni après, la possibilité d'introduire des recours contre ces spoliations pour faire prévaloir leurs droits de propriété. Le deuxième élément, c'est que les ressortissants marocains se trouvent définitivement privés de leurs biens par un acte législatif par l'État algérien. C'est l'article 42 de la loi de finances de 2010, où l'État algérien parle d'abandon. Les Marocains ont abandonné leurs biens. Vous voyez jusqu'où peut aller le cynisme d'un État. Ils ne se sont pas manifestés. Oui, tout à fait. La responsabilité internationale a un caractère continu des violations. Au vu des points que j'ai développés, les deux points, l'expulsion des Marocains engage la responsabilité internationale de l'État algérien pour faits internationalement illicites. Il faut rappeler qu'en 2010 et 2018, il y a déjà le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants qui a exprimé sa préoccupation quant à la mise en œuvre des dispositions de l'article 42 de la loi de finances de 2010, où on expropriait les Marocains d'une manière légale. Le comité a recommandé à l'Algérie, à l'époque, en 2010, de prendre toutes les mesures nécessaires pour restituer les biens légitimes des travailleurs migrants marocains expulsés par le passé ou de leur offrir une indemnisation juste et adéquate. Sur ce volet de droit international, le rapport développe fortement le pourquoi de tout ce que je viens de dire. Dernier élément, à partir de tous ces recours, tous ces éléments de violation que je viens de citer, quelles sont les voies de recours ? D'abord, l'établissement de la responsabilité de l'État algérien pour l'expulsion des ressortissants marocains et la spoliation de leurs biens en tant que fait illicite au regard du droit international ouvre deux voies au niveau des victimes. Il nous ouvre deux voies. Un, par l'introduction devant le comité onusien des droits de l'homme des plaintes individuelles. Et là, ce que je voudrais dire exactement, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce rapport, toute victime peut engager une démarche de plainte individuelle. Il apporte la preuve de l'expulsion, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. D'où l'importance, j'insiste sur l'importance de ce rapport. Le deuxième volet de recours, c'est l'introduction de communications individuelles dans le cadre de la procédure de plainte du Conseil des droits de l'homme pour examiner les violations flagrantes des droits de l'homme. Et les réparations à envisager, selon le droit international, devraient combiner entre la restitution des biens,
le rétablissement du droit de retour, la récupération ou indemnisation des biens, la reconnaissance officielle et les mesures de mémoire qui vont avec, et enfin la garantie de non-répétition. J'arrête sur la synthèse de ce que porte ce rapport et je vais conclure. Je dirais qu'en conclusion que ce rapport est basé sur des faits et des données fiables et robustes qui constituent une première base documentaire solide et rigoureuse pour appréhender et faire reconnaître les expulsions de 1975. Il conjugue des témoignages de victimes, plaidoyers citoyens et recherche historique, avec l'ambition d'ouvrir la voie à la vérité, à la justice et à la transmission. Ce rapport il s'inscrit également dans une perspective d'analyse juridique en vue de qualifier les faits et d'envisager des procédures appropriées à engager. Dans ce cadre, au vu des points développés dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'expulsion des ressortissants marocains de l'Algérie et la spoliation de leurs biens en tant qu'acte illégal et en violation de la loi algérienne et illicite au regard du droit international engage la responsabilité internationale de l'État algérien. Par conséquent, sans rancune ni haine, nous n'avons pas de haine vis-à-vis de cet État voisin. Mais avec fermeté, nous revendiquons une reconnaissance des violations dont seul l'État algérien est responsable. Et nous exigeons des excuses formelles, une réparation des préjudices et la réhabilitation des victimes.